Je m'appelle Madeleine Fournier. J'ai 84 ans. Et il y a quelque chose que je dois dire avant qu'il ne soit trop tard, avant que ma voix ne s'éteigne pour toujours. J'ai vu des femmes enceintes être forcées de choisir entre 3 portes. 3 portes numérotées, alignées au fond d'un couloir glacé et humide, éclairées seulement par une ampoule qui clignotait comme un cœur agonisant. Aucune plaque, aucune explication. Juste 3 portes métalliques peintes en gris, chacune cachant un destin différent, tous cruels, tous calculés pour détruire non seulement nos corps, mais nos âmes. Les soldats allemands ne nous donnaient pas le temps de réfléchir. Ils ne nous donnaient pas le temps de prier. Ils pointaient simplement les portes et ordonnaient, avec un froid qui glaçait le sang, « Choisissez, maintenant !» Et nous, jeunes, effrayés, avec nos enfants qui bougeaient en nous, nous étions forcés de décider quelle forme de souffrance serait la nôtre. J'ai choisi la porte numéro 2. Et pendant 61 ans, j'ai porté le poids de ce choix comme une pierre dans la poitrine, écrasant chaque respiration, chaque nuit de sommeil, chaque moment de silence. Aujourd'hui, assise devant cette caméra, les mains tremblantes et la voix brisée, je vais raconter ce qui s'est passé derrière cette porte. Pas parce que je veux revivre l'horreur, mais parce que ces femmes qui ne sont pas revenues méritent d'être rappelées. Elles méritent d'être plus que des numéros oubliés dans des archives poussiéreuses. Et parce que le monde doit savoir que la guerre ne choisit pas seulement les soldats comme victimes. Elle choisit les mères, elle choisit les bébés, elle choisit la vie encore à naître et l'écrase sans pitié. C'était le 9 octobre 1943. J'avais 23 ans et je vivais à Vassieux-en-Vercors, un petit village dans les montagnes du sud-est de la France, caché entre des falaises rocheuses et des forêts denses de pins. C'était un endroit isolé, oublié du monde, où les saisons passaient lentement et où les gens vivaient de peu, pommes de terre, lait de chèvre, pain dur partagé entre voisins. Avant la guerre, cet isolement était une bénédiction. Après que les Allemands aient envahi la France en 1940, il est devenu un piège. Mon mari, Étienne Fournier, avait été emmené en avril de cette année-là pour des travaux forcés dans une usine de munitions en Allemagne. Je me souviens du jour où ils sont venus le chercher. Il coupait du bois dans la cour, en sueur, avec les manches de sa chemise roulées jusqu'au coude. Quand il a vu les soldats monter la colline, il a lâché la hache et m'a regardé avec ce regard qui disait tout sans avoir besoin de mots. Ne lutte pas, ne résiste pas, survis. Ils l'ont emmené à cet instant même. Ils ne l'ont pas laissé faire ses adieux correctement. Ils l'ont simplement poussé dans un camion avec d'autres hommes du village, et je suis resté là, debout, le vent froid frappant mon visage, regardant la poussière monter de la route tandis que le camion disparaissait en bas de la montagne. Cette nuit-là, seul dans la maison en pierre qui avait appartenu à mes parents, j'ai ressenti pour la première fois la vraie peur. Pas la peur de mourir, mais la peur de vivre sans but, sans espoir, sans rien d'autre que le vide. 2 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce n'était pas prévu. C'était un accident, ou peut-être un miracle, selon comment on voit les choses. Étienne et moi avions passé notre dernière nuit ensemble enlacés sous de lourdes couvertures, tremblant de froid et de désespoir, essayant de garder en mémoire la chaleur l'un de l'autre avant que la guerre ne nous sépare pour toujours. Quand j'ai réalisé que mes règles ne venaient pas, quand j'ai senti les nausées matinales et la sensibilité dans mes seins, j'ai su immédiatement. J'ai pleuré ce matin-là. J'ai pleuré parce que j'étais seule. J'ai pleuré parce que je ne savais pas si Étienne était vivant. J'ai pleuré parce que mettre un enfant au monde au milieu de cette guerre semblait être la décision la plus cruelle et égoïste que quelqu'un puisse prendre. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement. Parce que pour la première fois depuis le départ d'Étienne, j'avais quelque chose pour lequel vivre. Quelque chose au-delà de moi-même. Quelque chose qui pulsait encore de vie, dans un monde qui sentait la mort. J'ai protégé cette grossesse avec tout ce que j'avais. J'ai caché mon ventre sous des manteaux larges et des châles épais. J'ai évité de sortir de chez moi pendant la journée. Je mangeais peu pour économiser la nourriture, mais je m'assurais que mon bébé reçoive ce dont il avait besoin. La nuit, seule dans le noir, je posais mes mains sur mon ventre et murmurais des promesses à cette vie invisible. Je vais te protéger. Peu importe ce qui arrive,
Je vais te protéger. Ce matin d'octobre, le ciel était lourd et bas, chargé de nuages gris qui semblaient presser la terre. Le vent soufflait froid et tranchant, arrachant les dernières feuilles des arbres et les éparpillant sur le sol comme des cendres. J'étais dans la cuisine, tamisant de la farine dans un bol en céramique fissuré, essayant de faire du pain avec le peu qui restait. Mes mains tremblaient, pas de froid, mais de faim. Je ne mangeais pas correctement depuis des jours. Mais en moi, mon fils bougeait, donnait des coups de pied dans mes côtes comme s'il se battait pour avoir de l'espace. Et cela me faisait sourire même au milieu de la peur. C'est alors que j'ai entendu le son, un grondement grave et distant, venant du chemin de terre qui montait la montagne. Des camions, militaires. Mon cœur s'est emballé. J'ai lâché le bol sur la table, la farine se répandant sur le plancher de bois usé, et j'ai couru vers la fenêtre. 3 camions verts montaient lentement la route, leurs roues écrasant les pierres et soulevant la poussière. Des soldats allemands. Beaucoup d'entre eux. J'ai caché le sac de farine sous l'évier. La nourriture était de la contrebande et être prise avec signifiait une arrestation immédiate. J'ai enfilé mon manteau le plus large, celui en laine marron qui avait appartenu à mon père, et j'ai essayé de cacher mon ventre de 6 mois. Mais quand j'ai entendu les bottes frapper à la porte d'entrée, j'ai su que c'était inutile. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne la défoncent. 3 soldats se tenaient dans mon jardin. L'un d'eux, le plus grand, avec des yeux bleus vides et une fine cicatrice traversant le sourcil droit, a pointé directement vers moi et a dit en français approximatif, avec un accent lourd, « Vous, enceinte. Venez !» J'ai essayé de demander pourquoi. J'ai essayé de dire que je n'avais rien fait. Mais avant qu'aucun mot ne sorte de ma bouche, il m'a attrapé par le bras et m'a tiré avec force. J'ai crié, j'ai essayé de résister. Mais un autre soldat a saisi mon autre bras et ensemble ils m'ont traîné jusqu'au camion garé dans la rue. D'autres femmes étaient déjà à l'intérieur, assises sur le sol métallique glacé, agrippées les unes aux autres, les yeux écarquillés de terreur. J'en ai immédiatement reconnu quelques-unes. Hélène Roussel, qui travaillait à la boulangerie et avait un sourire doux qui illuminait n'importe quelle pièce. Jeanne Beaumont, l'institutrice qui apprenait aux enfants à lire, même quand il n'y avait pas de livres. Claire Delaunay, l'infirmière qui soignait les malades sans rien facturer parce qu'elle savait que personne n'avait d'argent. Toutes jeunes, toutes enceintes, certaines plus avancées que moi, avec d'énormes ventres qui tenaient à peine sous les robes déchirées. D'autres, au début de la grossesse, essayant encore de cacher. Mais elles étaient toutes là, toutes capturées. Toutes condamnées à quelque chose que nous ne comprenions pas encore, mais que nous pouvions déjà sentir dans l'air, quelque chose de terrible, quelque chose sans retour. Je me suis assise à côté d'Hélène. Elle tremblait violemment, les dents qui claquaient, les mains serrant son ventre comme si elle pouvait protéger le bébé par la force de l'étreinte. Je lui ai murmuré « Tout va bien aller ». Mais ma voix est sortie faible, sans conviction, parce que je n'y croyais pas, et elle non plus. Le camion a commencé à bouger. Nous avons monté la montagne pendant des heures, suivant des routes de terre étroites et dangereuses, ballottant violemment à chaque virage. Certaines femmes vomissaient, d'autres pleuraient doucement. Je tenais simplement mon ventre et sentais mon fils donner des coups de pied, comme s'il savait lui aussi que quelque chose d'horrible allait arriver. Quand nous nous sommes finalement arrêtés, c'était devant un complexe entouré de barbelés et de tours de guet. Ce n'était pas un camp de concentration comme Auschwitz ou Dachau. C'était plus petit, plus isolé, caché entre des montagnes couvertes de brume. J'ai appris plus tard que cet endroit s'appelait Lager Südverkor, un camp expérimental créé spécifiquement pour étudier les femmes enceintes capturées dans la région. L'existence de cet endroit a été effacée des registres officiels après la guerre. Les Allemands ont brûlé les documents. Ils ont détruit les preuves. Mais j'y étais. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Et je n'ai jamais oublié. Si vous écoutez ceci maintenant, où que vous soyez, chez vous, au travail, sur le chemin du retour quelque part, arrêtez-vous un instant. Respirez. Regardez autour de vous et réalisez que le monde qui vous entoure a été construit sur les os de gens qui n'ont jamais eu la chance de raconter leurs histoires. Ce n'est pas juste un récit, c'est un témoignage. C'est du sang, de la sueur et des larmes transformées en mots.
Et si quelque chose en vous bouge en entendant cela, laissez un signe, un commentaire, un mot, pour que ces femmes ne soient pas oubliées, pour que leurs noms ne se perdent pas dans le silence. Nous avons été sortis du camion sous les cris. Les soldats nous poussaient, nous tiraient par les bras, nous insultaient en allemand avec des mots que nous ne comprenions pas, mais dont la haine était parfaitement claire. Ma jambe droite a heurté le côté métallique du camion et s'est mise à saigner, mais personne ne s'en est soucié. Ils nous ont alignés devant un officier allemand qui tenait un porte-document. Il marchait lentement le long de la file, s'arrêtant devant chaque femme, observant notre ventre avec une attention clinique, notant quelque chose sur le papier. Quand il est arrivé devant moi, il s'est arrêté. Il a regardé mon ventre, puis mon visage. Il a levé ma tête avec le bout de ses doigts, me forçant à le regarder dans les yeux. Ses yeux étaient marrons, froids, sans émotion. Il a noté quelque chose sur le porte-document et a continué. Après cela, nous avons été emmenés dans un baraquement long et sombre, divisé en compartiments minuscules séparés par des planches de bois. Il n'y avait pas de lit, juste de la paille au sol, humide et sentant le moisi. Le froid était pénétrant, le genre de froid qui entre dans les os et n'en sort plus. L'odeur était insupportable, un mélange d'urine, de sueur et de désespoir accumulé. Je me suis assise dans le coin, j'ai serré mes genoux et j'ai senti mon fils bouger à nouveau. Je lui ai murmuré, tout bas, comme si c'était une prière. « Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. » La première nuit dans ce baraquement fut la plus longue de ma vie. Je ne dormis pas. Aucune d'entre nous ne dormit vraiment. Nous restions allongés sur la paille humide, tremblant de froid et de peur, écoutant les bruits à l'extérieur, bottes qui claquent, ordres hurlés en allemand, parfois des cris étouffés venant d'autres bâtiments. Hélène était couchée près de moi. Elle avait 26 ans, enceinte de 7 mois. Son visage était gonflé, ses mains aussi. Elle souffrait de rétention d'eau, mais ici, personne ne s'en souciait. Elle me chuchota dans l'obscurité. « Madeleine, tu crois qu'ils vont nous laisser accoucher ?» Je ne répondis pas, parce que je ne savais pas. Mais au fond de moi, une voix froide murmurait déjà la vérité. Ils ne nous avaient pas amenés ici pour nous laisser vivre. Ils nous avaient amenés ici pour observer, pour expérimenter, pour tester jusqu'où un corps de femme enceinte pouvait être poussé avant de céder. Le lendemain matin, avant l'aube, les portes du baraquement s'ouvrirent brutalement. 3 soldats entrèrent et crièrent des numéros en allemand. Je ne compris pas tout de suite, mais ensuite je vis qu'ils lisaient des numéros cousus sur nos vêtements, numéros qu'ils nous avaient assignés la veille. J'étais le numéro 83, Hélène était le 81, Jeanne le 79. Ils appelèrent 6 numéros, dont le mien. Nous fûmes emmenés dehors, sous une pluie fine et glacée, jusqu'à un bâtiment adjacent en béton gris. À l'intérieur, un couloir étroit, pas de fenêtre, une seule ampoule électrique suspendue au plafond, clignotante, et au bout du couloir, 3 portes métalliques peintes en gris, numérotées 1, 2, 3, rien d'autre, aucune indication, aucune explication. Un officier allemand se tenait devant les portes. Il était grand, la quarantaine, avec des lunettes rondes et une expression impassible. Il nous regarda une par une, puis dit en français, lentement, comme s'il s'adressait à des enfants, « Vous allez choisir une porte, chacune d'entre vous, une seule porte. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas changer d'avis. Vous choisissez maintenant. » Mon cœur s'arrêta. Je regardais les portes. Elles se ressemblaient toutes, métalliques, froides, identiques. Mais je savais, avec une certitude glaciale, que derrière chacune se cachait quelque chose de différent, quelque chose de terrible. Hélène fut appelée en premier. Elle s'avança, tremblante, ses mains protégeant son ventre énorme. L'officier pointa les 3 portes et répéta « Choisissez ». Elle regarda les portes pendant ce qui sembla une éternité. Puis, elle murmura, d'une voix à peine audible, « La première ». L'officier hocha la tête. 2 soldats s'avancèrent, ouvrirent la porte numéro 1 et poussèrent Hélène à l'intérieur. La porte se referma derrière elle avec un claquement métallique. Je n'entendis rien après cela. Aucun cri, aucun bruit. Juste le silence. Un silence épais,
lourd, qui pesait sur mes épaules comme une pierre. Jeanne fut appelée ensuite. Elle choisit la porte numéro 3. Même processus, même silence. Puis ce fut mon tour. L'officier me regarda et dit « Numéro 83. Choisissez. » Je fixais les portes. Mes jambes tremblaient. Mon fils bougeait dans mon ventre, comme s'il sentait ma peur. Je pensais à Étienne. Je pensais à nos derniers moments ensemble. Je pensais à toutes les promesses que je m'étais faites. Et je murmurais « La deuxième. » L'officier hocha la tête. Les soldats ouvrirent la porte numéro 2, et je fus poussé à l'intérieur. Derrière la porte, il y avait une petite pièce. Environ 3 mètres sur 3. Pas de fenêtre. Un sol en béton froid. Un seau dans le coin. Et au centre, une chaise en bois. C'était tout. La porte se referma derrière moi et j'entendis le verrou tourner. Je restai debout, immobile, essayant de comprendre. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'allait-il me faire? Pendant plusieurs minutes, rien ne se passa. Puis, lentement, je commençai à sentir quelque chose. Une chaleur. Légère au début, puis de plus en plus intense. Le sol sous mes pieds commençait à chauffer. Les murs aussi. La température montait progressivement, inexorablement. Ce n'était pas un feu. C'était quelque chose de contrôlé, de calculé. Il chauffait la pièce depuis l'extérieur. Je compris immédiatement. Il voulait voir combien de temps une femme enceinte pouvait supporter une chaleur extrême avant de s'effondrer. Mon cœur accéléra. Je retirai mon manteau, puis ma veste, puis mon gilet. Mais la chaleur continuait d'augmenter. Ma peau commençait à brûler. Mes lèvres se craquelaient. Ma bouche était sèche comme du papier. Et dans mon ventre, mon fils bougeait frénétiquement, comme s'il cherchait une issue, une échappatoire. Je criais. Je tapais contre la porte. Je suppliais qu'on me laisse sortir. Mais personne ne vint. Je ne sais pas combien de temps je restais là-dedans. Peut-être 1 heure. Peut-être moins. Mais chaque seconde semblait durer une éternité. À un moment, mes jambes cédèrent et je m'effondrai sur le sol brûlant. Je sentis ma peau se boursoufler au contact du béton. Je hurlais de douleur. Mais je n'avais plus de force. Je pensais que j'allais mourir là, dans cette boîte de métal chauffée, avec mon fils encore vivant à l'intérieur de moi. Puis, brusquement, la porte s'ouvrit. De l'air frais entra. 2 soldats me tirèrent par les bras et me traînèrent hors de la pièce. Je pouvais à peine respirer. Ma peau était rouge, couverte de cloques. Mes vêtements étaient trempés de sueur. Ils me jetèrent dans le couloir comme un sac de pommes de terre. L'officier se tenait au-dessus de moi, écrivant des notes sur sa prancheta. Il ne me regarda même pas. Pour lui, je n'étais qu'un numéro, une expérience, un résultat à enregistrer. Plus tard, j'appris ce qui se cachait derrière les 2 autres portes. Derrière la porte numéro 1, celle qu'Hélène avait choisie, se trouvait une pièce identique à la mienne. Mais au lieu de chaleur, elle fut exposée à un froid extrême. Les murs étaient glacés. La température descendait en dessous de 0. Hélène, enceinte de 7 mois, déjà affaiblie par la rétention d'eau, ne tint pas longtemps. Elle s'effondra en moins de 30 minutes. Quand ils la sortirent, elle était inconsciente. Son bébé était mort à l'intérieur d'elle. Elle survécut encore 2 jours avant de mourir d'une infection généralisée. Derrière la porte numéro 3, celle que Jeanne avait choisie, il y avait quelque chose de différent. Pas de chaleur, pas de froid, mais un gaz. Un gaz inodore qui se diffusait lentement dans la pièce, affectant le système respiratoire. Jeanne commença à tousser, puis à suffoquer, puis à cracher du sang. Quand ils la sortirent, elle était encore vivante. Mais son bébé était mort. Elle accoucha 3 jours plus tard d'un enfant sans vie. Elle mourut 1 semaine après, les poumons détruits. Je ne sais pas pourquoi je survécus. Peut-être parce que j'étais plus jeune. Peut-être parce que mon corps était plus fort. Ou peut-être simplement par chance. Mais je survécus. Et mon fils aussi. Pour l'instant. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur et de peur. On me ramena au baraquement où je restais allongé sur la paille, incapable de bouger. Ma peau était couverte de brûlures. Mes lèvres étaient fendues et saignaient. Je n'avais presque plus de voix à force d'avoir crié. Mais dans mon ventre, mon fils continuait de bouger.
Chaque coup de pied était une promesse, une raison de tenir, une raison de ne pas abandonner. Les autres femmes me regardaient avec un mélange de pitié et de terreur. Elles savaient que ce qui m'était arrivé pouvait leur arriver aussi. Certaines furent emmenées le lendemain, d'autres le jour d'après. Chaque matin, les soldats entraient, criaient à des numéros et emmenaient des femmes qui ne revenaient jamais, ou qui revenaient brisées, vidées, à moitié mortes. Claire Delaunay, l'infirmière, fut emmenée 1 semaine après moi. Elle était enceinte de 5 mois. Quand elle revint, elle ne parlait plus. Ses yeux étaient vides, ses mains tremblaient constamment. Je lui demandai ce qu'il lui avait fait, mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de secouer la tête, encore et encore, comme si elle essayait de faire sortir quelque chose de son esprit. 3 jours plus tard, elle fit une fausse couche. Le bébé sortit au milieu de la nuit, sans un son. Claire le tint dans ses bras pendant des heures, berçant ce petit corps sans vie, chantant une berceuse que sa propre mère lui avait apprise. Puis elle le déposa doucement dans un coin du baraquement et se coucha à côté de lui. Elle ne se réveilla jamais. Je ne sais pas si elle mourut de chagrin ou d'infection, mais je sais qu'elle choisit de partir. Elle n'avait plus rien à quoi se raccrocher. La nourriture était rare. On nous donnait 1 fois par jour un bol de soupe claire, presque transparente, avec quelques morceaux de pommes de terre flottants. Pas de pain, pas de viande. Rien qui puisse nous donner de la force. Les femmes enceintes, surtout celles qui étaient plus avancées, commençaient à perdre du poids. Leur ventre restait rond, mais leur visage se creusait, leurs bras devenaient des branches. Certaines perdaient leurs dents. D'autres développaient des infections cutanées qui se propageaient rapidement. Et les soldats nous observaient, toujours. Ils prenaient des notes, mesuraient nos ventres, vérifiaient nos battements de cœur. Ils nous traitaient comme des animaux dans un laboratoire, comme des objets à étudier, pas comme des êtres humains. Un soir, alors que j'étais allongé dans le noir, j'entendis une voix faible venant du compartiment voisin. C'était une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'appelait Marguerite. Elle avait 19 ans, enceinte de 4 mois. Elle avait été capturée dans un village près de Grenoble. Elle me chuchota « Madeleine, tu crois qu'on va sortir d'ici un jour ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais lui mentir. Lui dire que oui, que tout irait bien, que la guerre finirait bientôt et qu'on rentrerait chez nous. Mais je ne pouvais pas, parce que je ne croyais pas moi-même à ces mots. Alors je lui dis simplement « On va essayer, on va se battre. Tant qu'on respire encore, on se bat. » Elle ne répondit pas, mais je l'entendis pleurer doucement dans l'obscurité. Les semaines passèrent. Mon ventre grandissait. Mon fils devenait plus fort, plus actif. Chaque coup de pied me rappelait pourquoi je devais survivre. Mais mon corps s'affaiblissait. Mes jambes enflaient. Mes mains tremblaient. J'avais des vertiges constants. Un matin, alors que j'essayais de me lever pour aller chercher ma ration de soupe, mes jambes cédèrent. Je m'effondrais sur le sol, incapable de me relever. Une femme plus âgée, une veuve nommée Simone, m'aida à me rasseoir. Elle me regarda avec tristesse et dit « Tu n'as plus beaucoup de temps, petite. Ton corps est en train de lâcher. » Je le savais, je le sentais, mais je refusais d'accepter. Parce qu'accepter, c'était abandonner. Et abandonner, c'était condamner mon fils. Puis, un matin de décembre, alors que la neige commençait à tomber à l'extérieur, je sentis quelque chose de différent. Une douleur sourde dans le bas du dos, une pression intense dans mon ventre. Je sus immédiatement ce que cela signifiait. Le travail commençait. J'étais enceinte de 8 mois. Mon bébé arrivait trop tôt, beaucoup trop tôt. Je criais pour appeler à l'aide, mais personne ne vint. Les soldats ne s'en souciaient pas. Pour eux, un accouchement dans le baraquement n'était qu'une donnée supplémentaire à enregistrer. Simone et 2 autres femmes se rassemblèrent autour de moi. Elles essayèrent de m'aider du mieux qu'elles pouvaient. Mais elles n'avaient aucun matériel. Pas de ciseaux propres, pas de tissu stérile, pas d'eau chaude, rien. Juste leurs mains et leur courage. Le travail dura toute la journée. La douleur était insoutenable. Chaque contraction me déchirait de l'intérieur. Je hurlais, je pleurais, je suppliais que cela s'arrête.
Mais cela ne s'arrêtait pas. Simone me tenait la main et murmurait des prières. Une autre femme me soutenait le dos. Et lentement, inexorablement, mon fils commença à sortir. Quand il naquit enfin, au crépuscule, alors que le soleil descendait derrière les montagnes et que le baraquement était plongé dans une pénombre grise, il ne cria pas. Il était si petit, si fragile. Sa peau était bleue, ses yeux étaient fermés. Pendant un instant terrible, je pensais qu'il était mort. Mais alors Simone le prit, le retourna et lui tapota doucement le dos. Et soudain, un petit cri s'échappa de ses lèvres. Faible, fragile, mais vivant. Mon fils était vivant. Je le pris dans mes bras, tremblante, épuisée, à moitié consciente. Je le regardais, ce petit être minuscule qui avait survécu à tout cela. Et je pleurais. Je pleurais de soulagement. Je pleurais de douleur. Je pleurais parce que je savais que le combat ne faisait que commencer. Je l'appelais Lucien, parce que cela signifiait lumière. Et c'était exactement ce qu'il était pour moi dans cet enfer. Une petite lumière fragile, vacillante, mais qui refusait de s'éteindre. Les jours qui suivirent sa naissance furent les plus difficiles de ma vie. Lucien était si petit qu'il tenait dans mes 2 mains. Il ne pleurait presque pas. Il n'avait pas la force. Je n'avais pas de lait. Mon corps, affaibli par des mois de malnutrition et de torture, ne produisait presque rien. Simone et les autres femmes essayèrent de m'aider. Elles partageaient leur maigre ration de soupe, me donnant les morceaux de pommes de terre pour que je puisse avoir un peu plus de force. Mais ce n'était pas assez. Lucien perdait du poids. Sa peau devenait translucide, ses lèvres devenaient bleues. Je savais qu'il était en train de mourir. Et je ne pouvais rien faire. Un soir, alors que je le tenais contre ma poitrine, essayant de le garder au chaud avec mon propre corps, une femme s'approcha de moi. Je ne la connaissais pas. Elle était plus âgée, peut-être 40 ans, avec des cheveux gris et des yeux profondément tristes. Elle me tendit un petit morceau de tissu enroulé. À l'intérieur, il y avait un petit morceau de pain sec et quelques morceaux de pommes de terre crues. Elle murmura « Mâche ça, puis donne-lui avec tes doigts. C'est tout ce que je peux faire. » Je la remerciai avec des larmes dans les yeux. Elle hocha la tête et repartit. Je ne la revis jamais. Je ne sais pas ce qui lui arriva, mais grâce à elle, Lucien survécut cette nuit-là, et la suivante, et celle d'après. Les soldats ne se souciaient pas de Lucien. Pour eux, il n'était qu'un autre numéro, un autre résultat d'expérience. Ils ne nous donnèrent aucune aide médicale, aucun soin, rien. Mais ils continuaient de nous observer, de prendre des notes, de mesurer, d'enregistrer. Un jour, un officier entra dans le baraquement et me désigna. Il ordonna que je le suive avec Lucien. Mon cœur se serra. Je pensais qu'ils allaient nous séparer, ou pire. Mais je n'avais pas le choix. Je pris Lucien dans mes bras et suivis l'officier à l'extérieur. Il me mena jusqu'à un bâtiment que je n'avais jamais vu auparavant. À l'intérieur, il y avait une pièce avec une table métallique et des instruments médicaux alignés sur un plateau. Un médecin allemand se tenait là, vêtu d'une blouse blanche. Il me regarda, puis regarda Lucien et dit froidement « Posez l'enfant sur la table ». Je serrai Lucien contre moi. Je refusai. Mais 2 soldats m'attrapèrent par les bras et m'arrachèrent mon fils. Je hurlai. Je me débattis. Mais ils étaient trop forts. Ils posèrent Lucien sur la table métallique. Il se mit à pleurer faiblement. Le médecin l'examina comme s'il était un objet. Il mesura sa tête, sa poitrine, ses membres. Il écouta son cœur. Il prit des notes. Puis il leva les yeux vers l'officier et dit quelque chose en allemand. L'officier hocha la tête. Puis ils me rendirent de Lucien. Je ne compris pas pourquoi, mais je ne posais pas de questions. Je pris mon fils et sortis aussi vite que possible. Les mois passèrent. L'hiver 1943 laissa place au printemps 1944. Les nouvelles de la guerre commençaient à circuler, même dans le camp. Les Alliés progressaient. Les Allemands reculaient. L'espoir, ce sentiment que j'avais presque oublié, commença à renaître. Mais avec l'espoir venait aussi la peur. Parce que nous savions que si les Allemands perdèrent la guerre,
Ils pourraient détruire toutes les preuves de ce qu'ils avaient fait ici. Et nous étions les preuves. Un matin de juin, nous entendîmes des explosions au loin, puis des coups de feu, puis des cris. Les soldats courèrent dans tous les sens, paniqués. Les portes du baraquement s'ouvrirent, et un officier cria « Raus! Raus! Sortez! Sortez !» Nous sortîmes, tremblantes, ne sachant pas ce qui nous attendait. Mais au lieu de nous aligner pour une exécution, ils nous poussèrent vers la sortie du camp. Ils nous chassaient, ils nous abandonnaient, peut-être parce qu'ils n'avaient plus le temps de nous tuer, peut-être parce qu'ils pensaient que nous mourrions de toute façon. Nous marchâmes pendant des jours, sans nourriture, sans eau. Certaines femmes s'effondraient sur le bord de la route et ne se relevaient jamais. D'autres disparaissaient dans la nuit. Mais je continuais, avec Lucien serré contre ma poitrine. Parce que j'avais promis. J'avais promis de le protéger. Et je tiendrai cette promesse jusqu'à mon dernier souffle. Finalement, nous atteignîmes un village libéré par les forces françaises. Des soldats nous trouvèrent, nous donnèrent de l'eau, de la nourriture, des couvertures. Nous étions libres. Après des mois d'enfer, nous étions enfin libres. Mais la liberté avait un goût amer, parce que tant de femmes n'étaient pas là pour la voir. Hélène, Jeanne, Claire, Marguerite, toutes ces femmes qui avaient été forcées de choisir entre 3 portes, toutes ces femmes qui n'avaient jamais eu de véritable choix. Je retournai à Vassieux-en-Vercors avec Lucien. La maison de mes parents était encore là, bien qu'en partie détruite. Je la reconstruisis lentement. Lucien grandit. Il devint fort, intelligent, gentil. Il ne sut jamais vraiment ce qui s'était passé pendant ces mois. Je ne lui dis jamais. Comment aurais-je pu? Comment? Comment expliquer à un enfant qu'il avait survécu à quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à affronter? Étienne ne revint jamais. Je reçus une lettre en 1945 m'informant qu'il était mort dans l'usine de munitions en Allemagne. Une explosion, un accident, ou peut-être pas un accident. Je ne saurais jamais, mais je portais son deuil, je pleurais pour lui. Et je continuais à vivre, parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Pendant 61 ans, je gardais le silence. Je ne parlais à personne de ce qui s'était passé dans ce camp. Pas à Lucien, pas à mes voisins, pas aux autorités, parce que personne ne voulait entendre. Après la guerre, les gens voulaient oublier. Ils voulaient reconstruire, avancer. Ils ne voulaient pas entendre parler de femmes enceintes torturées dans des camps secrets. C'était trop sombre, trop dérangeant, trop réel. Mais en 2004, alors que j'avais 84 ans et que je sentais ma vie s'éteindre lentement, je décidai de parler. Je contactai un historien qui travaillait sur les camps oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Il vint chez moi avec une caméra. Et je racontais tout, chaque détail, chaque douleur, chaque nom. Il pleura en m'écoutant. Il dit que personne ne savait, que ce camp, la guerre Sud-Vercors, avait été effacé des archives, que les Allemands avaient brûlé tous les documents avant de fuir, que j'étais probablement l'une des dernières survivantes encore en vie. Il me demanda pourquoi j'avais attendu si longtemps. Je lui répondis simplement « Parce que personne n'était prêt à écouter. Mais maintenant, ils doivent savoir. » 6 ans plus tard, en 2010, je mourus paisiblement dans mon sommeil. Lucien était à mes côtés. Il tenait ma main. Et je partis en sachant que j'avais tenu ma promesse. Je l'avais protégé. Je lui avais donné une vie. Une vie que tant d'autres n'avaient jamais eue. Mais avant de partir, je laissais cette histoire. Ces mots. Ce témoignage. Pour que le monde sache. Pour que les noms d'Hélène, Jeanne, Claire, Marguerite et toutes les autres ne soient pas oubliés. Pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Parce que maintenant, vous savez. Et avec cette connaissance vient une responsabilité. Celle de se souvenir, celle de ne jamais laisser cela se reproduire. Aujourd'hui, alors que vous écoutez ces mots, je veux que vous vous posiez une question. Une seule question. Si vous aviez été là, devant ces 3 portes, que auriez-vous choisi? La porte numéro 1, où le froid vous gèle lentement jusqu'à ce que votre cœur cesse de battre? La porte numéro 2, où la chaleur vous brûle vivante, votre peau se boursoufle, votre enfant cuit à l'intérieur de vous?
Ou la porte numéro 3, où un gaz invisible détruit vos poumons, vous laisse suffoquer pendant que votre bébé meurt en silence dans votre ventre? Quelle porte auriez-vous choisie? Et surtout, comment auriez-vous vécu avec ce choix pour le reste de votre vie? Parce que c'est ça, le véritable héritage de la guerre. Ce n'est pas seulement les morts, ce n'est pas seulement les ruines, c'est les survivants, ceux qui portent le poids des choix qu'ils ont été forcés de faire, ceux qui se réveillent chaque nuit en sueur, se demandant s'ils auraient pu faire autrement, ceux qui vivent avec la culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres sont morts. Je suis morte en 2010, mais une partie de moi est morte bien avant. Une partie de moi est morte dans ce couloir, devant ces 3 portes. Une partie de moi est morte dans cette pièce chauffée, quand j'ai senti ma peau brûler et mon fils se débattre dans mon ventre. Une partie de moi est morte chaque fois que je regardais Lucien et me souvenais de toutes les mères qui n'avaient jamais eu la chance de tenir leur enfant dans leurs bras. Mais une autre partie de moi a survécu. La partie qui a refusé d'abandonner. La partie qui a continué à respirer, à se battre, à protéger. La partie qui a dit « Non, vous ne m'aurez pas, vous ne l'aurez pas ». Cette partie-là est restée vivante jusqu'à mon dernier souffle. Et maintenant, elle vit à travers ces mots, à travers ce témoignage, à travers vous, qui écoutez. Alors je vous demande, que ferez-vous de cette histoire? Allez-vous simplement passer à autre chose, continuer votre journée comme si de rien n'était? Ou allez-vous vous souvenir? Allez-vous parler d'Hélène, Jeanne, Claire, Marguerite? Allez-vous dire leurs noms à voix haute pour qu'ils ne disparaissent pas dans le silence? Parce que c'est tout ce qui leur reste maintenant. Des noms, des histoires, des souvenirs portés par des étrangers qui ne les ont jamais connus, mais qui, peut-être, peuvent les honorer en refusant d'oublier. La guerre ne se termine pas quand les armes se taisent. Elle se termine quand le dernier survivant meurt. Et même après, elle continue à travers les histoires que nous choisissons de raconter, ou de taire. J'ai choisi de raconter. Et maintenant, c'est à votre tour de choisir. Allez-vous écouter? Allez-vous vous souvenir? Ou allez-vous détourner les yeux, comme tant d'autres l'ont fait? Parce que l'oubli, c'est aussi un choix. Et parfois, c'est le plus cruel de tous. Cette histoire que vous venez d'entendre n'est pas une fiction. Ce n'est pas un scénario inventé pour émouvoir. C'est la vie réelle de Madeleine Fournier et de milliers de femmes dont les noms ont été effacés, dont les corps ont été utilisés comme des objets d'expérience, dont les enfants ont été sacrifiés au nom d'une idéologie monstrueuse. Pendant que vous écoutiez ces mots, peut-être avez-vous ressenti quelque chose. Un serrement dans la poitrine, une boule dans la gorge, une colère sourde qui monte. C'est normal. C'est humain. C'est la preuve que vous n'êtes pas indifférent à la souffrance des autres. Et c'est exactement ce sentiment que nous devons garder vivant. Madeleine a attendu 61 ans avant de parler. 61 ans de silence. 61 ans à porter seule le poids de ces 3 portes, de ces choix impossibles, de ces femmes qui ne sont jamais revenues. Elle n'a pas parlé par facilité. Elle n'a pas parlé pour la gloire. Elle a parlé parce qu'elle savait que si elle ne le faisait pas, personne ne le ferait. Et 6 ans après avoir livré ce témoignage, elle est partie, emportant avec elle des détails que nous ne connaîtrons jamais, des visages que nous ne verrons jamais, des noms que nous n'entendrons jamais. Mais elle nous a laissé l'essentiel, la vérité. Une vérité brute, douloureuse, insoutenable. Une vérité qui ne doit jamais être oubliée. Ce documentaire existe pour une raison simple, honorer la mémoire de ces femmes. Hélène Roussel, Jeanne Beaumont, Claire Delaunay, Marguerite, et toutes les autres dont les noms se sont perdus dans les cendres de l'histoire. Chacune d'elles méritait de vivre. Chacune d'elles méritait de voir son enfant grandir. Chacune d'elles méritait de vieillir en paix, entourée de ceux qu'elles aimaient. Mais la guerre leur a arraché cette chance. Et aujourd'hui, tout ce qui leur reste, c'est notre mémoire, notre capacité à dire leur nom, à raconter leurs histoires, à refuser que leur souffrance soit réduite à une note de bas de page dans un livre d'histoire poussiéreux. Si ce récit vous a touché, si quelque chose en vous s'est brisé en écoutant l'histoire de Madeleine, alors faites quelque chose. Ne laissez pas ce moment passer dans l'indifférence. Abonnez-vous à cette chaîne pour que ces témoignages continuent à exister, pour que d'autres histoires oubliées soient racontées,
pour que la mémoire collective ne se transforme pas en amnésie collective. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau documentaire. Parce que chaque vue, chaque partage, chaque commentaire est un acte de résistance contre l'oubli. C'est une façon de dire « Je me souviens, je témoigne, je refuse que cela disparaisse ». Et surtout, laissez un commentaire. Dites d'où vous écoutez ce documentaire. Dites ce que vous avez ressenti. Dites si vous connaissiez cette histoire avant aujourd'hui. Partagez vos réflexions, vos émotions, vos questions. Parce que chaque commentaire est une preuve que ces femmes n'ont pas souffert en vain. Chaque mot que vous écrivez est une pierre posée sur le monument invisible de leur mémoire. Chaque témoignage que vous laissez est une façon de prolonger leur vie au-delà de la mort. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple commentaire. Dans un monde qui oublie vite, vos mots ont une importance capitale. Madeleine a dit quelque chose de profond avant de partir. L'oubli, c'est aussi un choix. Et parfois, c'est le plus cruel de tous. Alors aujourd'hui, faites le choix inverse. Choisissez de vous souvenir. Choisissez de parler. Choisissez de transmettre. Parce que tant que nous racontons leurs histoires, elles ne sont pas vraiment mortes. Tant que nous prononçons leur nom, elles continuent d'exister. Tant que nous refusons de détourner le regard, leur sacrifice garde un sens. Et c'est peut-être la seule justice que nous pouvons encore leur offrir. La promesse qu'elles ne seront jamais oubliées. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage de regarder en face cette part sombre de notre histoire. Merci d'être ici, maintenant, à porter ce témoignage avec nous. Si vous voulez soutenir ce travail de mémoire, abonnez-vous, partagez cette vidéo et surtout, parlez-en autour de vous. Parce que les histoires comme celle de Madeleine ne doivent pas rester enfermées dans l'obscurité. Elles doivent être criées, diffusées, transmises de génération en génération, pour que jamais, plus jamais, l'humanité ne puisse dire « Nous ne savions pas. Maintenant, vous savez ». Et avec cette connaissance vient une responsabilité, celle de ne jamais oublier.